s'il est possible de fermer les portes pour qu'on puisse... Super, merci beaucoup. Nous reprenons à l'heure, ça fait partie des grands défis de Paris Math et on va tenir ce défi-là. Et donc je suis très heureuse d'accueillir en ce début d'après-midi Christian Buchet. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Christian est universitaire, journaliste, essayiste, conférencier. Vous avez à la fois un regard d'historien et d'économiste. Vous avez été secrétaire général du Grenelle de la mer, directeur scientifique du programme Océanide. Nous en toucherez deux mots. Enfin, non, je vais le dire. Océanide, c'est le plus gros programme en sciences humaines qui a été lancé depuis l'encyclopédie. Ça a réuni 264 chercheurs issus de 40 pays différents. Autant dire que c'est une bonne base de réflexion, une bonne base de soutien pour la réflexion de Christian. Donc vous allez nous parler de la mer dans toutes ses dimensions, entre l'histoire et la géopolitique. Je vous cède le micro pour environ 35 minutes. Vous avez votre micro. Merci beaucoup. Très heureux de pouvoir intervenir devant le Sésame dans lequel j'étais intervenu, mais il y a déjà longtemps. C'était avant Océanide, donc heureux de retrouver un certain nombre d'amis. Alors, j'ai d'abord commencé par vous annoncer une bonne nouvelle. Notre génération au sens large, pas chipoter, de 7 à 117 ans, avons la chance de vivre un temps exceptionnel, qui n'arrive pas toutes les 3-4 générations. Au dernier tour de piste, ça fait 25-30 générations. Fatiguez pas, c'est le début d'après-midi. Ça nous ramène en gros au tournant du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire dans cette période incroyable qui s'appelait la Renaissance. Eh bien, aujourd'hui, sur les 4 piliers, les 4 boosters de la Renaissance, nous en avons 3 ennemis. Vous allez me dire, la table, elle est bancale. Oui, mais une fois qu'on a repéré le pied qui pose problème, peut-être que les spécialistes de la menuiserie peuvent faire quelque chose. Premier booster de la Renaissance que nous avons aujourd'hui et qui joue à plein, c'était lors de la Renaissance, vous aviez une croissance démographique. Alors aujourd'hui, on vit une croissance démographique comme jamais. L'an 0 de notre ère, 250 millions d'habitants. Le premier milliard a été atteint sous Napoléon Ier en 1804 précisément. Nous sommes quelques 8 milliards depuis Noël dernier. On devrait être 8 milliards 5 quasiment en 2030 et la population devrait culminer en 2050 aux alentours de 10 milliards 6. Ce qui veut dire que d'ici 27 ans, vous allez avoir 2,3 milliards de terriens en plus, soit 2,3 fois la population mondiale en plus de l'époque de Napoléon Ier. Tous ceux qui disent la croissance c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est un peu plus complexe. Même si nous avons un défi, et je suis environnementaliste, donc c'est le premier booster, ce premier booster de la Renaissance, la croissance démographique, nous l'avons, et nous l'avons encore plus fort. Deuxième booster, il y avait, lors de la Renaissance, 15e, 16e siècle, énormément de découvertes techniques. Vous avez tous au fond de vos rétines des machines plus ou moins réalistes du grand Léonard de Vinci, mais certains disent qu'on a plus découvert depuis 15 ans, d'autres disent même depuis 10 ans, que depuis toute l'histoire de l'humanité. Donc ce deuxième booster de la Renaissance, nous l'avons. Troisième booster de la Renaissance, assureurs, préparez-vous, c'était qu'il y a eu un Big Bang géographique qui a provoqué de nouvelles routes maritimes. Je vous donne les dates pour vous laisser le temps, au début d'après-midi, de retrouver à quoi ça correspond. 1488, 1492. Eh bien, aujourd'hui, pas depuis 1 an et demi à cause des événements en Ukraine, mais depuis 7 ans, hormis ces parenthèses, nous avons de nouvelles routes maritimes, je pense au passage du Nord. Je ne m'en réjouis pas forcément, mais ça va totalement changer la géopolitique. Donc, ce troisième booster de la Renaissance, nous l'avons. Le seul booster qui n'est pas un booster qui est en retrait par rapport à la Renaissance. C'est le plus intéressant, mais c'est le plus complexe. C'était que lors de la Renaissance, il y avait une philosophie résolument optimiste, porteuse d'allant, porteuse d'élan, qui s'appelait l'humanisme. On avait foi, non pas dans l'homme, la parité est là, on avait foi dans l'humain, donc on osait partir, on osait se jeter à l'eau, on osait sillonner les espaces géographiques, et le seul problème, c'est celui-là. On a tout pour mieux vivre, mieux que durablement, désirablement, mais à condition de se jeter à l'eau, c'est-à-dire d'oser. Mais vous n'osez pas, vous ne partez pas, vous ne prenez pas la mer si vous n'êtes pas dans un facteur de confiance.
Et tout le défi de notre génération de 7 à 117 ans, c'est comment éduquer, comment ouvrir à la confiance. Et ce qui m'inquiète, parce que c'est une obsession que j'ai depuis pas mal de temps, je remarque en principe, c'est la 3e semaine de janvier, une fois qu'on est sorti de la trêve des confiseurs, on se pose la question comment les Français, les Italiens entrevoient l'année qui s'annonce. La France est traditionnellement le pays de l'OCDE qui est le moins dans la confiance. Ce qui fait dire à certains que nous sommes d'indécrottables Gaulois ou que nous ne sommes pas encore véritablement marins. Donc le seul élément, c'est cette confiance. Alors, merci à Cécile d'avoir présenté. Je vais vous présenter les travaux d'Océanide que j'ai eu le privilège de piloter comme directeur scientifique. Vous l'avez dit, c'était 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français. Pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, qui visaient à peser le maritime, mais le maritime depuis 5000 ans, ce n'était que des flux dans l'histoire de l'humanité. On a abouti, si vous voulez, à un grand enseignement, et c'est pour ça que je commençais sur la Renaissance, qui est de dire, oui, nous avons une chance folle de rentrer dans un nouveau temps de l'histoire. Et quand je dis nouveau temps de l'histoire, ça n'arrive pas tous les 4 matins, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, nous rentrons seulement dans le 3e temps de l'histoire. Alors ceux qui aiment les opportunités, c'est génial. Ceux qui aiment les périodes plutôt tranquilles, c'est raté. L'histoire montre que lorsque vous êtes au cœur d'une période, on est un peu sur des rails. Quand vous passez d'une période historique à une autre, ça ne s'opère pas le 14 juillet 1789 à 12h12, il y a une trentaine d'années si vous voulez, eh bien ça bouge. C'est-à-dire que notre génération, au sens large, avons une responsabilité, mais aussi une capacité à entreprendre. Et quand on voit le positionnement de l'UE, le positionnement de la France, il se trouve que nous sommes formidablement bien placés. Alors, je vais centrer mes propos, je vous rassure, je ne vais pas dépasser 35 minutes, c'est promis, en 2 parties. Première partie, c'est vous résumer les 3 grands enseignements d'Océanide, et seconde partie, vous parler, on dirait pour un historien d'économie c'est surprenant, non mais l'histoire sert justement sert à dégager du sens, donc à dégager des perspectives d'avenir. Donc dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de ce que mes chercheurs ont appelé le temps de l'océan mondial. Vous avez vraiment choisi un secteur qui risque vraiment de vous entraîner loin en surfant sur les vagues. 3 enseignements d'Océanide. On a pesé 5000 ans d'histoire. Nos chercheurs étaient bien rémunérés parce que c'est une association internationale, publique et privée, des grandes entreprises ont participé. Donc on a eu les meilleurs universitaires, on a eu des spécialistes, des conseillers en géopolitique du président américain de l'époque. Et à la fin de nos travaux, qui ont été publiés chez un éditeur britannique, parce que c'est la meilleure façon de rentrer dans les bibliothèques universitaires, il y a 3 engagements qui se dégagent. Le premier, et c'était la quête première. Les 2 autres, c'était des découvertes imprévues au départ. La question était de savoir, est-ce que, en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la forme politique, État, tribu, principauté, alliance, est-ce que le rayonnement va à l'entité politique qui se tourne le plus vers la mer? C'était une intuition que certains devaient avoir depuis longtemps. C'est devenu, grâce aux travaux d'Océanide, une démonstration. Oui, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès, du développement économique, du développement politique, intellectuel, etc. Vu de la mer, ce qu'on n'avait jamais fait. L'histoire devient simple, facile et intelligible. C'est dire qu'elle donne du sens pour nos politiques, finalement, si on en dégage un certain nombre de leçons. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que là, pour le coup, mes 35 minutes sont un peu hypothéquées. Mais l'Égypte des pharaons, c'était une puissance maritime. Mais l'Égypte des pharaons va décliner à partir du 7e siècle, quand les pharaons vont commencer à s'en remettre à une flotte grecque et phénicienne. Je passe sur la Grèce, ça va sans dire. Rome, la grande puissance de l'Antiquité, ça a été cette puissance parce que c'était une puissance maritime. Si Hannibal est venu promener ses éléphants dans les Alpes, c'est pas simplement dans un souci d'esthétisme, c'est parce que Rome tenant la Méditerranée, le seul moyen d'aboutir à Rome, c'était de contourner les Pyrénées, les Alpes pour arriver par voie terrestre. Et Rome viendra à bout d'Hannibal en 202 à la bataille de Zama, parce que Rome est capable de faire, comme on dit aujourd'hui, des opérations combinées. Bon, je passe, Byzance, ça va sans dire. On a même un roi vandale, c'est pas ceux qui ont le plus la cote, Jean Zéric, qui va s'emparer de Rome en 455. Pourquoi? Parce que tout vandale qu'il est, il s'appuie sur le maritime. Si j'avais le temps, comme je vais me le faire auprès de mes étudiants, de vous interroger sur quels sont les peuples que vous aimez bien en Amérique latine, en Amérique centrale, vous me direz probablement les Incas, les Aztèques et les Mayas.
mais il y en a plein d'autres. Mais pourquoi c'est ceux qui nous viennent le plus à l'esprit? Parce que ce sont les plus maritimes de la bande, par le commerce des obsidiennes. Le drame, c'est qu'il n'y avait pas les assureurs. Il faut attendre en gros Venise, ça c'est un peu plus tard. Mais enfin, on y arrive gentiment. On a étudié les 5 derniers grands conflits un peu occidentalo-centrés. Je dis 5, première guerre de 100 ans, seconde guerre de 100 ans, vous devez vous dire c'est quoi la seconde guerre de 100 ans? On ne l'enseigne pas comme telle en France parce qu'on l'a perdue celle-là, mais elle est enseignée comme telle en Angleterre. Ça va de l'avant-dernière guerre de Louis XIV jusqu'à la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire. Nous, on ne voit qu'une collection de cette guerre. Pour eux, c'est un seul et même conflit. Donc première guerre de 100 ans, seconde guerre de 100 ans, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, et guerre froide, à pas oublier, pleine de leçons pour aujourd'hui. Si vous l'étudiez, l'analysez sous l'angle partie de bras de fer contre mer, mais vous comprenez tout. C'est toujours la mer qui l'emporte. C'est vrai pour la guerre froide, c'est vrai pour la guerre de 100 ans, la première. On peut se poser la question, on se l'est posée, pourquoi la première guerre de 100 ans a duré 100 ans, 5 générations? Parce qu'on a été infichu de couper la ligne logistique, les communications des Britanniques sur la Manche. Et c'est tellement vrai lorsqu'on a un Français génial qui s'appelle Jean de Vienne, qui a l'idée à Rouen de construire ce qu'on appelle le Clos des Galets, eh bien les Anglais rentrent dans leur coquille, mais ça c'est très français, la marine ça coûte cher, donc dès que ça va mieux, on ne fait plus l'effort, il n'y a plus de marine, les Anglais reviennent et il faudra toute la fougue mystique de Jeanne d'Arc. Vous allez me dire c'est facile, dès qu'on est au bord de la mer donnera bien un poisson, donc c'est évident que la mer contribue au développement. Non, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un contre-exemple? On a tremblé. Il y a failli y avoir un contre-exemple, mais qui en fait au contraire la démonstration inverse. La seule entité politique, et non des moines, qui s'est développée sans s'appuyer du tout sur la mer, c'est l'Empire mongol, qui a duré plus d'un siècle quand même. En fait, on y voit plus clair par les travaux de Denis Casagnadou, c'est pas la mer pour la mer, c'est ce qui vous anime, c'est le flux, la logistique. En fait, l'Empire mongol a substitué aux caravanes de vaisseaux une drôle de bestiole qui s'appelle le chameau de Bakhtian, qui est capable de ne pas boire pendant 3 jours et de porter plus de 250 kilos sur son dos. C'est pas la mer pour la mer, c'est la mer dans ce qu'elle permet la maîtrise des flux logistiques. Donc vous voyez, pour terminer, et un élément d'ailleurs, pour vous montrer l'importance de la mer, si vous prenez la Seconde Guerre mondiale, c'est la mer qui l'a emporté sur la Terre. Il y a quelqu'un qui a vu ça de manière très claire avant les autres d'un point de vue analytique. C'est le général de Gaulle dans le discours du 18 juin. Vous connaissez tous le couplet. La France a perdu une bataille mais pas la guerre. Sauf que le général, il explique dans les couplets. Parce que, je le cite, nos alliés tiennent la mer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais inévitablement, ça fonctionnera. Ça, c'est le premier enseignement. On le sait aujourd'hui, la puissance, le développement, la maturité politique, intellectuelle, la richesse découlent de notre capacité à se projeter en mer. Deuxième enseignement, toute la géopolitique a été mise à plat. Alors, il faut encore 5-6 ans avant que ça rentre véritablement dans tous les programmes. Vous savez, la géopolitique a acquis ses lettres de noblesse en 1904 par un Britannique qui s'appelle Tyler Mackinder, qui vous fait un super discours, enfin j'étais pas, à Londres en 1904, où il dit « Ceux qui tiennent l'Eurasie tiennent la Terre ». Et il arrive au concept de Heartland. Celui qui tient l'Eurasie tient la Terre, ce qui explique tout un tas de menées stratégiques lors de la Première et lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors on se voit quand même qu'au lendemain, dans les années 45-46, que ça ne colle pas tout à fait. Donc vous avez un géopoliticien, un certain John Speakman, un Américain, on ne va pas tuer le père d'un coup, qui dit « c'est important le Heartland, l'Eurasie, ça ferait bien plaisir à Poutine, mais... en gros, il faut tenir compte des terres du bord, ce qu'il appelle le Rimland. Eh bien, qu'est-ce qu'ont découvert les chercheurs d'Océanide? Ce n'est pas la maîtrise de l'Eurasie, celui qui l'emporte. C'est un complément à ce que disait Cyril Poirier-Coutancet ce matin, c'est ceux qui maîtrisent les flux dans l'océan Indien. L'équipe d'Oxford, qui est la plus en pointe au monde sur l'Empire romain, nous a prouvé que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a prédominé, pas seulement parce qu'il maîtrisait le commerce en Méditerranée, mais accrochez-vous, parce qu'il maîtrisait les flux dans l'océan Indien. Et c'est quand Rome a perdu la maîtrise des flux dans l'océan Indien qu'ils ont dégagé moins de subsides pour lutter contre les Goths, les Ostrogoths et autres Visigoths. Vous tenez l'océan Indien, vous tenez l'essentiel des flux. C'est ce que nous avons appelé par analogie au vieux Heartland de Mackinder, le Heartsea. Oui, il faut faire attention parce que ça a été dit par Cyril Poirier-Coutancet ce matin. Attention, les Américains se désinvestissent de l'océan Indien, qui est pourtant un épicentre. À nous de faire le travail, c'est pour ça que la France aussi est à Abu Dhabi et d'autres régions. Il y a un pays par contre qui a tout compris, c'est la Chine. Elle a compris à son corps défendant. La Chine a été aux abonnés absents pendant 500 ans. La Chine a interdit
interdit la navigation en mer en 1434. Le problème, c'est que, et c'est ce qui explique aussi qu'on a dans un nouveau temps de l'histoire, c'est qu'ils sont revenus. C'est le pays qui investit le plus dans la mer aujourd'hui. J'ai posé dire ça devant Éric Banel ce matin, mais il connaît parfaitement les chiffres, on se connaît bien. La part des activités maritimes dans le PIB français de 2, la part des activités maritimes dans le PIB allemand de 4, Royaume-Uni de 4, la Chine on estime que c'est 8%. Perfit a tout dit dans un bouquin, quand la Chine s'éveillera. Mais ce n'est pas le bon titre. C'est pas quand la Chine s'éveillera, c'est quand la Chine se jettera à l'eau. Et j'ai découvert récemment que créer une entreprise se dit en chinois se jeter à la mer. Ah, vous voyez qu'entre 1434 et 2023, c'est plus les mêmes. Ils étaient aux abonnés absents, vous allez les voir, vous les voyez déjà de plus en plus arriver. Donc on voit que le président Xi sait très bien que ceux qui maîtrisent les flux dans l'océan Indien dominent le monde. Sans compter que l'océan asiatique, celui qui est la première population mondiale, s'appelle l'Inde. Donc vous voyez, toute la géopolitique aujourd'hui, on la reconsidère. On va rentrer dans un nouveau temps de l'histoire, où on ne va plus se battre pour des terres, on va se battre pour des îles dont on n'a rien à faire, mais parce que ces îles vous donnent accès à un domaine maritime. On va y venir. Le troisième et dernier enseignement d'Océanide, on a abouti à la conclusion que la mer est la clé de l'histoire. Marqué, on aurait pu le voir à notre corps défendant, où vous soyez encore de par le monde aujourd'hui, dans toutes les facultés, l'histoire universelle après la préhistoire, donc, est divisée en 4 temps. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle, et après la contemporaine. Ça, c'est complètement, vous venez de 40 pays, autant que les chercheurs d'Océanide, bon, ça, c'est complètement occidentalo-centré, hein. Ça ne colle pas pour l'Afrique, ça ne colle pas pour la Polynésie, ça ne colle pas pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, mais ça, c'est le fruit d'une certaine histoire. En fait, on a abouti, on s'est rendu compte que c'est la mer qui peut donner le tempo d'une histoire universelle. Parce que la mer, c'est ou un moyen de contact, ou un obstacle à ces contacts. Mais dans les deux cas de figure, ça crée des relations ou ça ne crée pas de relations, et ce qui crée une période historique. Et dans cette perspective, il n'y a pas 4 périodes historiques, mais seulement 3. Ce qui donne encore plus de valeur à rentrer dans ce troisième temps. Vous avez, je vais court, je vais à l'essentiel, le temps des Méditerranées. Une première période qui couvre en gros la période de l'Antiquité et du Moyen-Âge, parce que contrairement, j'ai un enseignant qui va peut-être critiquer vos enseignants, mais on enseignait tous les mêmes choses à l'époque, c'est qu'on vous a expliqué dans les petites classes que toutes les grandes civilisations sont nées autour de la Mare Nostrum, la Méditerranée. C'est très sympa. Mais au même moment, autour d'une autre Méditerranée que j'appellerais la mer de Chine, vous avez tout un tas de civilisations qui sont ni moins ni plus intéressantes. La Terre, c'est pas un globe, mais une pièce, 2 épicentres. Bon, qui sont quasiment pas en contact, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un ensemble, une entité politique de génie les met en pointillé, Rome, on sait que l'apôtre Thomas, par exemple, est au moins allé en Inde, peut-être en Chine. Donc Rome a commencé. Mais après, les choses se coupent. Donc le temps des Méditerranées, qui couvre encore une fois l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, vous pensez aux Vikings, donc ça fait beaucoup plus penser à l'Europe du Nord, mais les Vikings, ils sont allés en Méditerranée. Le commerce, c'est en Méditerranée que ça se passe, donc ils sont descendus jusque-là. Et puis, on rentre dans un autre temps de l'histoire, un Big Bang géographique qui correspond aux dates que je vous donnais tout à l'heure, 1488-1492. Une des plus grandes dates de l'histoire de l'humanité, c'est 1488. Pourquoi ? Parce qu'un Portugais du nom de Bartolomé Dias va dépasser le cap de Bonne-Espérance. Plus grande révolution géopolitique. Ce bonhomme, sans le faire exprès, parce que c'est lié à un problème de gouvernail qui l'a fait dériver, puis après qu'il remène. Donc il n'y a pas de détails en histoire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il met en liaison, en interrelation, tout l'océan Atlantique et tout l'océan Indien. Tout le commerce va changer. Le commerce international, il faut que je précise un peu, c'était les épices et les parfums. Depuis la plus haute antiquité gréco-romaine, on a besoin d'épices et de parfums, parce que le parfum lutte contre ce qui pue c'est pas l'odeur, c'est également l'infection. Quant aux épices, ça casse la monotonie parce qu'on n'a pas grand-chose, et ça casse le côté un peu trop faisandé. Donc on a besoin, depuis la plus haute antiquité gréco-romaine, d'épices et de parfums. On ne sait pas d'où ça vient, on dit l'Asie, oui l'Asie, on sait que c'est en Indonésie, mais comment ça arrivait en gros jusqu'au XVIe siècle ? Par voie caravanière. On était dans le commerce équitable. Il y avait entre l'Europe et l'Indonésie entre 800 et 1200 intermédiaires. Et les fruits du commerce international étaient ventilés à travers tous les territoires traversés. À la fin du XVIe siècle, c'est fini. On y va par voie maritime. Seuls les pays de l'arc atlantique vont aller chercher tout ça. Ce qui explique qu'on rentre dans un nouveau temps de l'histoire qui est le temps de l'Atlantique, dont nous sommes en train de sortir.
même si tous les jours, aux actualités, surtout en ce moment, on vous parle de l'Alliance Atlantique, etc. Mais c'est le temps du commerce inéquitable. Seul l'armateur européen et les États qui sont derrière vont s'arroger tous les fruits de la croissance, quand tous les autres vont rester en céphalogramme plat. Et puis bien sûr, 1492, ça renforce encore les flux atlantiques. Mais nous ne sommes plus dans ce timing-là. Nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Alors, ce nouveau temps de l'histoire, je vous rassure tout de suite, il ne s'appellera pas le temps du Pacifique. Tant mieux pour nous, parce que ça voudrait dire qu'on va être sur le banc de touche de l'économie mondiale. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. On parlera de nos ports là, tout à l'heure. Non, nous rentrons dans le temps de l'océan mondial. Et j'en arrive à ma deuxième partie. C'est quoi ce temps de l'océan mondial, qui n'est jamais que le troisième temps de l'histoire? C'est une autre manière. C'est passionnant, j'ai pas le temps de développer ça, mais il y a des choses intéressantes à voir derrière. C'est que quand vous passez d'une période historique à une autre, il y a trois verbes qui changent complètement. Il faut voir différemment. Tous ceux qui parlent de crise doivent changer de paire de lunettes. Il faut voir différemment. Il faut avoir et être différemment. Il est possible que les modes de consommation passent de l'auxiliaire avoir vers l'auxiliaire être. En gros, et le Grenelle de la mer l'a montré en France, sans la mer, on ne passe pas. Nous rentrons dans le temps de l'océan mondial. Un chiffre à retenir. En 2025, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale d'une largeur de 75 km. Facile à retenir, 2 fois 75. En 2050, sur cette même bande littorale mondiale de 75 km, ce sera 80% de la population mondiale qui va s'y trouver concentrée. Même en France, ça marche. Vous connaissez la terrible phrase d'Éric Tabarly, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la phrase. Eh bien, il n'y a pas de contre-exemple. Toutes les villes, stations, départements, régions littorales, ça croise plus. Donc, sans la mer, on ne passe pas, parce que dans un grand mouvement séculaire, toute la population mondiale se trouve concentrée autour de la mer. On ne passe pas. Et la mer, elle contient, a conclu le Grenelle de la mer, on n'a pas dit la totalité des solutions, parce que tout le monde, on pourrait dire quand même, ils pêchent par excès d'optimisme, ils ont bu trop d'eau de mer. Non, non. On a écrit, la mer contient la quasi-totalité des solutions, et je le répète, pour un avenir mieux que durable, désirable. Si Frédéric Moncagny était là, le président du cluster, il pourrait développer tous les fleurons, parce qu'en plus, ça a été dit ce matin, nous ne sommes pas mauvais. Pourquoi est-ce que la mer contient tout? Et là, je vous invite à un changement de regard. À travers 5000 ans d'histoire, on a simplement vu la mer comme un espace, comme un univers, à une seule dimension, la surface. C'est une surface plane. Bien écoutez, ce n'est que le quart de ce qu'elle propose, et encore même pas. Même les pêcheurs ont gratouillé un peu pour rencontrer les sirènes, mais enfin ils n'ont pas été profondément. Non, retenez que la mer a 4 dimensions. 1, la surface, ça on connaît. Deuxième dimension, c'est la tranche d'eau, l'épaisseur de l'eau, qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Il y a encore un siècle, l'arrière-grand-père d'Albert II de Monaco, Albert Ier, le père de l'océanographie, a montré, c'était lui qui a montré, parce qu'on croyait qu'à 250 mètres de profondeur, la vie n'existait plus. Heureusement, on n'en est plus là aujourd'hui. Non, deuxième dimension de la mer, la tranche d'eau. Troisième dimension de la mer, les terres immergées. 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Et on peut même se lancer une quatrième dimension. On sait en toute certitude aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Pensez aux dimensions 2, 3, 4. Il est évident qu'un jour ou l'autre, vous allez être amené à assurer les dimensions 2, 3, 4 de la mer. Et sans ces dimensions, on ne passe pas. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Alors j'ai remarqué que ça ne traumatise pas quand je dis ça, parce qu'il suffit d'avoir glissé juste avant, la mer c'est 72% de la surface du globe, on est dans le même package. Non, en fait ça n'a rien à voir. C'est que l'eau de mer est âgée de milliards d'années. Les terres émergées ont des millions d'années. Donc le processus de la vie a eu le temps d'être beaucoup plus évolutif en mer. Un exemple simplement pour vous le montrer. Dans le milieu marin, vous avez 3 règnes végétaux. Le plus ancien, le vert, et puis ne me demandez pas quand, parce qu'on ne sait pas trop encore. À partir du vert se développe le rouge, le règne végétal rouge, le vert continue, le rouge continue. À partir du rouge se développe l'ocre ou le brun. Bref, aujourd'hui, 3 règnes végétaux en mer, un seul sur Terre, le vert. Et si votre prunus devient tout rouge à l'automne, c'est la seule dépigmentation du vert. Donc vous voyez, c'est pour ça que la mer, c'est 80% de la biodiversité. Et c'est là où la question de la pollution est un non-sens, c'est un scandale écologique, mais je crois que maintenant tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est en même temps une aberration. La mer, 99% de ce qu'il y a dedans est invisible à l'œil nu.
Il y a encore 99, le pouillème que vous voulez. Oui, il y a des grosses bestioles, des cachalots et autre chose, mais tout est invisible à l'œil nu. Et aujourd'hui, on bute parce que dans une goutte d'eau, il y a plusieurs milliards, visiblement, de particules qu'on n'arrive pas encore à voir. Et en plus, ce qui est absolument génial, on vit une époque fabuleuse. On sait en toute certitude, depuis la fin des années 2000, que nous sommes non pas des terriens, mais des mériens. Que la vie émane du milieu marin. On a découvert dans des sources hydrothermales, c'est-à-dire dans les volcans qui séparent en deux principalement l'Atlantique, vous partez de l'Islande, vous piquez plein sud, vous avez à 1 km, 2, 3 km de nouvelles formes de vie. Je caricature même pas, mais bon, je vous provoque un peu pour gagner du temps. Le martien qu'on allait chercher au fin fond de la galaxie, on l'a trouvé dans les années 96. Des bestioles qu'on va appeler les extrémophiles parce qu'elles vivent dans le noir complet, dans un milieu acide, parfois à 362 degrés, avec une pression qu'on calcule non pas par centimètre mais par millimètre carré, et qui vivent non pas du soleil, on est à 1 km ou 2, qui vivent non pas par photosynthèse, ce qui fait de nous des obsédés de la météo, mais par chimiosynthèse. De nouvelles formes de vie qui révolutionnent tout. Il faut que l'éducation nationale dans les cours de la science de la nature et de la vie intègre ces nouvelles formes de vie. C'est quand même une extraordinaire nouvelle. Alors vous allez me dire, et la France dans tout ça? Ben, je vous ai amené la vraie carte de France. Ça, c'est tous les territoires de la nation française. Quand j'avais demandé au ministère de faire cette carte pour la petite histoire, ils avaient oublié 3 îles, pas de panique, il n'y avait pas d'électeurs. Bon, enfin, quand même, c'est pas, d'un point de vue topographique, c'est intéressant. Ça montre quoi? Que c'est la mer qui est au cœur de la nation française. Alors oui, c'est un peu théorique parce qu'on ne peut pas respecter les points cardinaux. Le Grenelle, c'était l'année du film Bienvenue chez les Ch'tis. Donc si on avait mis la métropole au nord, ça aurait été presque pré-jupitérien. On ne peut pas respecter les points cardinaux. Qu'est-ce que vous voulez faire? La superficie. La Polynésie française, 318 îles, ça s'égrène sur un ensemble physique qui est plus grand que l'Europe politique, qui correspond à peu près à l'ensemble physique. C'est pas un repliement nombrilique à la Freud, c'est autant de stands du savoir-faire français et européen partout de par le monde. Et surtout, plus que cette carte, il se trouve, si on avait le temps de jouer aux devinettes, ça serait sympathique, je vous demanderais quelle est pour vous la plus grande date de l'histoire de France. Tout le monde a raison, vous avez le droit de dire que c'est votre date de naissance. Moi, je dirais personnellement 1982, ou plutôt 1994. 1994, ça n'a rien à voir avec les événements footballistiques, c'est l'application d'un nouveau droit de la mer. Je dis ça, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, ce que je me rends compte, on dit, mais ça, on le sait. Non, c'est pas si évident que ça. La France est devenue le deuxième, voire même le premier domaine maritime au monde. C'est une réforme considérable. Avant, vous n'aviez que les eaux territoriales. Maintenant, 1982, accord de Montego Bay qui s'applique depuis 1994, parce qu'il fallait 60 États signataires. Tout pays qui est bordier de la mer, à condition qu'il n'y ait pas un autre pays en face, a une ZEE, une zone d'exclusivité économique de 200 000 marins. Et elle fait ce qu'elle veut dedans. Eh bien, ça fait de la France le deuxième domaine ou premier domaine maritime au monde. Je préfère dire premier, vous verrez pourquoi. Premier domaine maritime au monde grâce à l'outre-mer. Ce domaine maritime, nous l'avons à 96% grâce à l'outre-mer. La France. 1 ou 2, États-Unis. 3, avec 3 millions de kilomètres carrés de moins, l'Australie. Mais vous voyez bien que États-Unis et Australie, c'est par la taille de leur métropole. Nous, à 96%, c'est l'outre-mer. La chance de la France, c'est l'outre-mer, on peut débattre là-dessus, et la chance de l'Union européenne, c'est d'avoir la France et son outre-mer. On ne fera pas y revenir, mais bon, je partage simplement cette dimension. La France a donc la première ZEE de par sa ventilation et en quantité. Alors, on n'en fait rien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en fait rien que ça ne sert à rien. Un exemple. La Chine n'est que la 10e ZEE au monde. 3,7 millions de kilomètres carrés contre 11 pour la France. On sait, grâce à l'espionnage américain, que dans le cercle le plus étroit du président Xi, il considère que le seul élément, il y en a un deuxième, mais que le seul élément qui pourrait faire manquer à la Chine le fait qu'elle devienne la première puissance économique mondiale en 2049, parce que c'est la date qu'ils ont choisie, c'est de ne pas avoir 2 millions de kilomètres carrés de domaine maritime en plus, au moins 5 millions de kilomètres carrés. Et c'est pour ça qu'au moment où nous nous réunissons très agréablement, merci au comité d'organisation, il y a une 6e flotte chinoise qui est en train de faire des îles naturelles artificielles. Avec des matériaux naturels, mais artificiellement, parce qu'avec une flotte spécialisée de BTP, ils vont faire sortir de l'eau un bout de sable à une île, donnez-nous 200 000 marins. On ne va pas rentrer dans un temps, on va se battre non plus pour des terres, encore une fois, mais pour des îles dont on n'a rien à faire, parce qu'elles donnent accès à tout. Il y a tout dans la mer, de l'or, du pétrole, tout ce que vous voulez. C'est l'enjeu de demain. On sait par seule observation, ça ne se dit pas ces choses-là, que la base arrière du développement économique chinois, c'est le Brésil.
mais qui ne se développe pas parce que vendre des bijoux de famille, ça ne crée pas un processus de développement économique. Et donc, ça ne durera pas éternellement. La Chine ne passe pas, c'est la 5 millions de kilomètres carrés. Alors, je vous fais grâce des fleurons, je vois l'heure arriver, je vois Cécile s'approcher lentement et je la remercie. Mais donc, c'est quand même des signaux clairs. Je terminerai simplement la partie, après une conclusion, mais je la ferai courte. Je terminerai simplement en disant, vous savez, vous aimez la géopolitique, mais je vais un peu casser votre enthousiasme. La géopolitique, c'est une articulation entre le temps et l'espace. Il y a une géopolitique internationale, tout le week-end, là, c'était magnifique, etc. Mais vous avez une géopolitique intérieure. Si la géopolitique, c'est une articulation entre le temps et l'espace, ça s'appelle tout simplement l'aménagement du territoire. Bien, j'ai terminé en faisant publiquement, si vous voulez, un mea culpa de ce que j'ai pu dire il y a certainement très longtemps. J'ai passé une partie de ma carrière à expliquer qu'il faut que les Français se tournent vers la mer. Ben, je suis arrivé à dire l'inverse aujourd'hui, mais le principe est le même, je vous rassure, je n'ai pas complètement changé le cap quand même. J'ai été traumatisé après la crise des Gilets jaunes, pendant la crise des Gilets jaunes, par une rencontre à Limoges. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. On dit toujours qu'il faut se tourner vers la mer. Mais j'ai découvert qu'à Limoges, autrefois c'était une capitale régionale, capitale du Limousin, c'est plus le cas, c'est devenu Bordeaux. Les fonctionnaires sont partis à Bordeaux, ils ont vendu leurs biens, etc. Je vais vous donner la réalité française qu'il faut absolument changer et qui vous concerne directement. Tout passe par conteneur en dehors du gaz et du pétrole. Voilà la réalité française. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Mes étudiants ont montré, carte à la main, chiffres à la plume, l'État était déjà au courant, la région française la mieux reliée à la maritimité et à la fluidité s'appelle l'Alsace-Lorraine. Plus une entreprise se décale de l'Alsace-Lorraine, moins elle sera compétitive. Heureusement que les dirigeants ne le savent pas. Quel est celui qui n'a jamais besoin d'importer pour produire ou d'exporter pour vendre? Vous aurez un surcoût à l'import, un surcoût à l'export. Qu'est-ce qui permet? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que on a eu lors des débats, des grands débats, etc., que des revendications qui semblaient contradictoires. Mais non, tout est groupé si on fait une vraie politique maritime. Une politique maritime n'est pas une politique des licences de pêche, c'est une politique d'aménagement du territoire. Faire en sorte que nos 2 grands ports, Marseille et Le Havre, marchent. Et ils ne marcheront que si nos ports régionaux marcheront. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permettra tout à la fois d'améliorer les choses? 1. Lutter contre la désertification, c'est faire relier Limoges, Clermont-Ferrand à nos ports régionaux, ce qui permettra à nos 2 grands ports, Le Havre et Marseille, de marcher. Qu'est-ce que ça permettra? Moins d'émissions de CO2. Dois-je vous rappeler, on parlait de porte-conteneurs de 24-25 000 boîtes. Si je vous prends le Marco Polo et Jules Verne, que vous connaissez par cœur, là, 16 020 boîtes, c'est 8 000 camions, ça fait 97 de camions bout à bout. Et je me suis attrapé l'autre jour par M. Pommelet de Naval Group, qui me dit, il ne faut pas que tu dises ça, parce qu'en France, il faudrait respecter le code de la route, il y a une distance minimale, ça fait 234. Donc, vous voyez le problème qui se passe. Aujourd'hui, faisons en sorte que nos ports marchent. C'est ça qui limitera nos émissions de CO2, c'est ça qui recréera en même temps de la compétitivité des entreprises, c'est ça qui luttera contre la désertification, et c'est même ça qui pourra lutter contre l'accidentologie routière. Le débat, c'est qu'il vous faut, rien que pour Marseille-Le Havre, mais le président de la République est à Marseille aujourd'hui, il y aura peut-être de nouveau, il faut au moins 28 milliards. Et que certains disent, oui, mais si je le fais, c'est pas moi, c'est même pas mon successeur, c'est mon second successeur qui en tirera les marrons du feu. La difficulté, je dirais, elle est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes englués dans un court-termisme. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Parce que quand vous changez de temps historique, c'est le moment de faire son jeu. Là, c'est vraiment la conclusion, avec 2 petites parties dans la conclusion. Où en sommes-nous exactement? Nous sommes dans une nouvelle partie qui va commencer. La partie carte. Elle n'a pas encore commencé la partie, on est dans ce moment très précis où vous découvrez vos cartes. Alors il y a des cartes qui vous plaisent, des cartes qui vous plaisent moins. Quand vous voyez les cartes de la France, alors c'est merveilleux, absolument merveilleux. C'est le moment où vous faites votre jeu. On n'a jamais vu un joueur de cartes gagner la partie s'il n'a pas fait son jeu. Un certain nombre d'États ont fait leur jeu, le nôtre pas encore. Ou si on l'a fait, on n'en a pas encore donné les moyens, donc on n'est pas prêt encore à jouer la partie. Je terminerai en disant... La mer est la grande chance de la France, la mer est la grande chance de l'Union européenne. J'ai été très triste ces dernières années de voir qu'on ne parlait de l'Union européenne qu'à propos du Brexit, mais j'ai une question à vous poser. Le Danemark fait partie de l'UE, le Groenland fait partie du Danemark. Elle est où la politique de l'Union européenne vis-à-vis du Danemark? 2e réserve mondiale d'uranium, 2e réserve mondiale de terres rares que vous avez, j'ai bien vu ça de loin là, à peu près partout. Donc on voit qu'il y a un véritable... L'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand domaine maritime. 35 millions de kilomètres carrés, la Chine 3,7, c'est quasiment x10.
qui a le plus grand linéaire de côte, qui a le plus grand nombre de navires, grâce à Malte et à Grèce et à quelques autres. On a une capacité, c'est nous qui produisons le plus de brevets, mais ces brevets souvent éclosent outre-Atlantique. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses. Et au total, est-ce que c'est pas la mer qui peut contribuer à dynamiser, donner envie d'avoir envie, comme dirait notre grand chanteur national? En tous les cas, la mer peut même nous aider à changer de paire de lunettes, changer de comportement. Les Français ne sont pas toujours des adeptes du changement, mais peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment tourné vers la mer. Je terminerai, ça c'est la vraie conclusion, par une phrase, une citation d'Héraclite. Qu'est-ce que disait Héraclite donc lors de l'Antiquité? Tout coule. Qu'est-ce que la leçon de l'océan, sinon des rivages mouvants, délités, des falaises écroulées, des continents qui ne sont jamais que des îles? La mer n'apprend pas l'éternité, sinon l'éternité du changement. La Terre alimente un faux sentiment de permanence, la réalité dans les vagues, dans cette incertitude qui est une richesse. Je vous remercie. Ne bougez pas. Non seulement je ne voulais pas vous couper, mais je voulais qu'on ait un peu de temps pour vous poser des questions. Donc est-ce que je redescends avec ce micro s'il y a des questions dans la salle? Vous avez répondu à tout. Moi, je voulais peut-être rebondir sur un point qui a été évoqué ce matin. La mer est de plus en plus terriblement polluée. Alors est-ce que ça change la donne? Oui. Alors d'abord, c'est un gros débat que j'ai avec mes étudiants. D'abord, j'aimerais vous avertir. Les étudiants adorent la mer, ils adorent l'histoire maritime, mais ils n'aiment pas vos bateaux. Autant que je vous prévenir. Pourquoi? Parce que pour eux, quand on leur explique pas suffisamment, ils m'expliquent que c'est l'instrument de la mondialisation. Et ils veulent que tout soit produit autour d'ici, en Île-de-France ou ailleurs. Alors après, il faut mettre les choses en perspective. Je leur explique que le frottement, en principe, d'une coque sur l'eau suppose moins de débours énergétiques que le frottement d'une roue de brouette sur le macadam. Bon. Et puis, il se pose aussi la question d'un partage de travail international, si on est vraiment humaniste. Mais au-delà de tout ça, oui, il y a un véritable problème au niveau de la mer. Il faut que les médias nous aident d'ailleurs à faire connaître ça. Je suis souvent intervenu sur le continent de plastique. D'abord, il n'y a pas un continent de plastique, il y en a 5 au dernier pointage. 2 dans l'océan Atlantique, 2 dans l'océan Pacifique, 1 dans l'océan Indien. Et si le Sésame veut donner son nom à un continent, ce qui peut être excellent en termes de communication, financer avec tous les sponsors une expédition en Méditerranée, dans toutes les mers, il y a des phénomènes de courant, de gyres qui vont regrouper, la mer est vraiment très sympa, toutes les particules fines, mais ce que vous voyez, ça peut être grand comme la Belgique, 80% est au fond. C'est pas, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre le drapeau du Sésame, c'est une soupe plus ou moins liquide. Ça, on en parle parce qu'il y a un côté Tintin des continents, on va mettre le drapeau et tout. Mais ça montre simplement l'ampleur de la pollution. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Les océans nous rendent un service fabuleux. D'abord, c'est 50% de l'oxygène que nous respirons, mais ils absorbent aussi entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, ça serait plutôt de l'ordre de 37%. S'ils ne faisaient pas ça, il y a longtemps que nous aurions une pédagogie du masque beaucoup plus développée. Sauf que depuis que l'océan fait ça, l'océan s'acidifie. Alors, remettons les choses en proportion, parce que j'entends souvent dire, mes étudiants, ils sont adorables, ils disent, on va faire des gestes pour sauver la planète. Mais je leur dis, le problème, c'est votre formulation. Pour qui vous prenez-vous ? Ce qui est bon pour la planète est bon pour l'humain et inversement. Les deux qui sont les plus menacés, c'est pas l'océan, c'est les humains et les abeilles aujourd'hui. L'océan a vécu à 362 degrés, c'est nous qui disjonctons à 42. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradoxe, curieusement, c'est un repositionnement de l'humain dans son environnement. On s'est sorti de l'environnement. Il faut tout simplement, et je l'ai pas dit, c'est peut-être l'occasion de le dire, il y a quelque chose qui m'amène est très résolument optimiste. C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la mer, que la nature dans la mer sait faire des choses que notre R&D la plus avancée ne sait pas faire encore. Donc plutôt d'aller se servir comme au supermarché, pour peu qu'on ait un regard un peu aimant ou un peu émerveillé, chacun mettra son adjectif qualificatif, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses à l'école de la mer et ça permet de gagner du temps et même de faire des économies. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que c'est incroyable la mer.
Il y a 15-20 ans, c'est les mêmes chiffres, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, avec le développement de la métagénomique, vous savez, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés mais croisés, les biologistes marins considèrent qu'on connaît à tout casser entre 3 à 6% de la microbiologie marine. Donc oui, tout ce qui concerne notre santé, notre bien-être, dépend de la mer. La mer, elle a vécu à 362 degrés, bien plus acide qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, les mers sont en train de connaître une rupture d'équilibre qui ne permettra plus à la mer de nous aider comme elle l'a fait. C'est là où, globalement, il est temps véritablement de s'intéresser aux choses, et je suis ravi que lundi dernier, l'ONU ait validé, ça y est, le traité international de la haute mer, ce qui est une bonne chose, mais ce traité n'aura du sens et de la valeur que si l'on met des moyens. Parce que faire des parcs naturels marins, si on ne met pas quelques éléments de surveillance, ça sera du papier. Oui, la menace majeure aujourd'hui, c'est l'acidification des océans. Et qu'est-ce que nous dit l'océan à travers ça? Arrêtez d'émettre autant d'émissions de CO2. Les océans, ils peuvent vous donner autant de pétrole que vous voulez. J'avais fait venir Thierry Pelenko à mon centre de recherche, je vous avais dit il y a quelques mois, sur la base de la consommation actuelle, il n'y en a plus pour 35 ans de pétrole. Mais ça fait 14 ans, 8 mois qu'il n'y en a plus pour 35 ans. Mais passant à autre chose, il y a des pistes. Je crois qu'il y a une question... gauche. Je me présente, je suis Yasmine Kamoun, étudiante en M2 droit de la mer et risque maritime à l'Université de Lille. Donc je voulais savoir justement votre avis sur l'adoption du BBNJ et est-ce que vous pensez que c'est un apport pour l'exploitation des fonds marins ou c'est peut-être un obstacle pour les États qui aimeraient donc les exploiter davantage? C'était un accouchement difficile, 4-15 ans quand même. C'est une bonne nouvelle. Bon, il faut encore que ça soit véritablement ratifié par 60 États. Il y aura les 60 États parce qu'il y en a déjà 55 qui sont favorables. Donc ça se fera. Après, tout dépendra des moyens. Donc ça, c'est une excellente chose parce qu'il va y avoir tout un tas d'études qui vont être approfondies. On se posera la question, effectivement, des terres rares. Est-ce qu'il faut aller chercher, pas chercher? J'ai pas d'opinion en substance, mais il faut jamais tout fermer définitivement et se donner moyen de voir comment avancer. Je suis partisan du développement durable, vous l'avez compris, désirable, et je suis favorable au principe de précaution. Sauf que le principe de précaution, il faut revenir au principe de précaution tel qu'il a été défini au départ. Il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit de permettre, parce qu'on est contraint, c'est ce qu'évoquait ce matin, on ne peut pas mettre un zéro croissance, on est contraint d'avancer, mais il faut prendre toutes les précautions. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est réellement le principe de précaution. Mais c'est une excellente nouvelle. Maintenant, tout dépendra des moyens. L'Europe va mettre 80 millions de moyens. Bon, il y a un pays qui refuse de signer, ça sera la Russie, mais bon, on est dans un package, mais globalement c'est une bonne chose. Vous savez, on se gargarise beaucoup avec la COP21, Paris, c'est connu. On avait complètement zappé l'océan. La machine océan-climat, pardonnez-moi du peu, on est complètement zappé. Donc vous voyez, quelque part, il y a de temps en temps, Éric Tabarly avait raison, on est quand même un peu de temps en temps, on a tort tous la mer, mais on ne mesure pas encore que la mer, c'est ça qui peut énerver l'économie française, lui redonner compétitivité, tout ce que j'ai dit. Oui, donc c'est une excellente nouvelle. Mais il faut encore se mobiliser. Oui, bonjour. Je m'appelle Éric Demangeon, je suis journaliste au quotidien L'Antenne. Vous avez évoqué une somme de 28 milliards d'euros d'investissement dans les deux ports, Le Havre et Marseille. J'aurais voulu savoir comment avez-vous déterminé cette somme et quelles seraient les priorités qu'il faudrait mettre en œuvre dans ces deux ports, s'il vous plaît. C'est pas pour les ports. Si, pour le port du Havre, il faut régler le problème de la Châtière, mais c'est à peu près réglé. C'est pour... Parce que les ports, nos ports français, ils sont mieux que des ports voisins. Le port de Marseille n'a rien envié au port de Gênes, mais Marseille garde des parts de marché par rapport à Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille est un cul-de-sac. Et pour vous montrer que géopolitique intérieure coïncide avec géopolitique extérieure, et j'en aurais fini, sauf si tu veux bien une question, il s'est passé quelque chose de très grave en juin 2019. C'était juste avant la Covid partie. C'était la dernière venue en Europe du président Xi, le président chinois. Il a commencé, vous en souvenez, par l'Italie. Qu'allait-il faire en Italie? Eh bien, parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué des accords séparés avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Dans les 10 ans, si tout se passe mal, la Chine va raccorder les 3 ports italiens du Nord, Gênes, Savone, Trieste, à l'Interland, c'est-à-dire à l'intérieur des terres. Si nous, Français, si nous, Européens, dans les 10 ans, on ne désenclave pas Marseille, il y a du boulot pour le président aujourd'hui, eh bien on aura planté pas seulement les entreprises, mais tous ceux qui vivent dans ce quart sud-est de la France. Donc vous voyez comment géopolitique internationale et géopolitique intérieure, c'est-à-dire aménagement du territoire, coïncident. Il y a des enjeux considérables, les Chinois sont excellents, il y a un groupe qui s'appelle le 16+1, le 1 c'est la Chine, le 16 c'est les pays d'Europe centrale. Aujourd'hui on ne les voit pas venir parce qu'ils savent faire.
Donc vous voyez, incontestablement, il faut aller vite, il faut avant tout redonner une fluidité que nous n'avons jamais connue et jamais historiquement. Jusqu'au règne de Louis XVI, aucune région de France n'avait le droit de vendre des céréales à une autre région de France. Donc c'est pas ça qui alimentait, vous voyez, une économie agraire, commerciale, basée sur le maritime. C'est pour ça que la France a toujours été un peu en retard. Il faut sortir de tout ça, se jeter à l'eau et maritimiser les esprits. C'est ce que vous faites, vous êtes nombreux, maritimiser tous ceux qui sont autour de vous. C'est incroyable comme les choses sont en train d'avancer. Est-ce que ça avance suffisamment vite? Pas encore, mais grâce à vous, je suis sûr qu'on ne cesse de gagner des parts de marché, on ne cesse d'avoir des fleurons qui se portent de mieux en mieux. Merci beaucoup, Christian Buchet.